Bonjour. Donc, dans cette capsule, on va réfléchir sur la nécessité d'avoir deux réservoirs, un réservoir chaud et un réservoir froid, quand on a une machine. Donc, voilà je répète un peu ce qu'on a déjà dit. Ici, supposons que j'ai un réservoir chaud qui peut donc émettre de la chaleur quand on met en contact avec quelque chose de plus froid, et puis faire marcher une machine, par exemple de la vapeur qui passe dans une turbine. Donc, évidemment, il y a une perte d'entropie du réservoir puisqu'il perd de la chaleur. Par contre, la machine, elle est cyclique. Donc, si on regarde sur un tour au complet, son entropie ne peut pas changer. Donc, on ne peut pas avoir seulement une perte de chaleur qui est transformée en travail parce que le changement d'entropie, ça serait moins QC sur TC. Évidemment, normalement, on met une quantité algébrique, mais ici, j'ai mis des valeurs absolues puis un signe pour que ça soit très, très clair. Donc, si on avait seulement cette partie-là ici, on voit que finalement, il y aurait une diminution d'entropie, ce qui est impossible. Donc, il faut absolument qu'on ait un réservoir froid ici où on peut émettre de la chaleur et puis l'entropie de ce réservoir-là va augmenter. Et on peut s'arranger pour balancer ces deux termes-là de telle sorte que le changement d'entropie soit nul. Et puis, même si ce n'est pas toute la chaleur qui est envoyée dans le réservoir froid, comme le dénominateur ici est plus petit, ça veut dire qu'on peut quand même, avec une quantité de chaleur plus petite que celle-là à gauche, s'arranger pour que le changement d'entropie soit positif ou même nul. Donc, il reste, autrement dit, le terme QC ici est divisé en deux. Il y a une partie qui va dans la machine, dans un travail extérieur, puis une partie qui va dans le réservoir froid. Donc maintenant, comment est-ce que Carnot lui-même est arrivé à l'idée que ce serait la machine réversible qui serait la plus efficace? Donc, voilà, retournons ici. Supposons qu'il existe une machine réversible, c'est-à-dire une machine qui peut prendre de la chaleur du réservoir froid puis l'amener dans le réservoir chaud. Donc, avec le réservoir chaud, on peut émettre de la chaleur, envoyer du travail. Puis comme cette machine-là serait, par hypothèse, plus efficace que la machine réversible, ça veut dire qu'on pourrait envoyer moins de chaleur ici, puis faire plus de travail que ce qui est nécessaire pour qu'il n'y ait jamais de perte de chaleur ici. Donc, c'est une preuve par l'absurde. Supposons qu'il existe une machine qui est plus efficace qu'une machine réversible, alors je peux construire cet engin-là. Donc, ici, la chaleur est envoyée là. La machine, avec une partie de l'énergie, repompe la chaleur dans le réservoir chaud et puis fait du travail à l'extérieur. Ici, voilà. Donc, Carnot disait, ben, ça défie la scène physique. Donc, voilà. Pour lui, c'est la machine réversible qui est la plus efficace. Donc, comment est-ce que ça se manifeste, le réservoir chaud, le réservoir froid dans le monde concret? En fait, l'exemple le plus clair, je pense, c'est celui de la centrale nucléaire que je vais vous montrer à l'instant. Donc, dans le réacteur nucléaire, ici, on a le réacteur nucléaire qui est ici, donc qui finalement est une source de chaleur. Et puis, on a un liquide qu'on appelle caloporteur, si vous voulez, qui transporte la chaleur ici dans simplement un réservoir ici. On peut penser que c'est de l'eau ou un liquide, en tout cas, qu'on peut faire bouillir. Donc, en passant là, ça se refroidit et puis ça retourne ici. Donc, il y a un cycle fermé ici qui amène la chaleur ici. Qu'est-ce qui arrive là? Supposons que c'est de l'eau qui bout. Ben, l'eau qui bout, ça fait de la vapeur. Puis, cette partie-là ici est plus froide que celle-ci. Donc, la vapeur va aller condenser ici. Ça s'appelle le principe de Watt. C'est facile
d'imaginer que si cette partie-là est plus chaude que celle-là, la pression va avoir tendance à avoir plus élevée ici que là. Donc, la vapeur va aller ici. Donc, on fait tourner une turbine. Et puis, cette turbine-là, donc, en utilisant la loi de Faraday, on fait tourner des aimants. Ça génère un champ électrique alternatif qui sert à alimenter la ville. Maintenant, cette turbine-là, elle se réchaufferait si on ne faisait rien. Donc, il faut absolument la refroidir. Alors, la façon dont c'est fait, c'est simplement d'avoir, encore une fois, quelque chose en circuit fermé ici, qui en général est une rivière, la mer ou d'autres choses, donc qui est froid, donc qui va venir faire condenser la vapeur ici, puis on retourne. Donc, c'est le cycle fermé. On reconnaît là les principes qu'on avait énoncés pour Watt, puis la machine à vapeur au début dans nos trucs historiques. Donc, on a le réservoir chaud, puis le réservoir froid qui sont bien, bien séparés. Et puis, toute cette machinerie-là est régie par les deuxièmes lois de la thermodynamique. Donc, l'efficacité maximale peut s'obtenir à partir de la différence de température entre le réservoir chaud et le réservoir froid. Maintenant, on va regarder un autre exemple qui est le moteur à combustion. Là, c'est un peu moins clair, mais c'est un peu la même chose. Donc, c'est le moteur à 4 temps. Donc, toutes les voitures maintenant ont au moins 4 pistons. Quand vous avez quelque chose de luxueux, on peut se rendre jusqu'à 8 pistons ou 16. Bon. Mais il y a toujours au moins 4 pistons pour une raison qu'on va voir qui est très, très claire. Donc, il y a un premier temps, sur les 4 temps, où le piston descend. Puis, vous voyez, il y a une soupape d'admission qui est ouverte ici. Donc, on envoie un mélange d'air et d'essence. Ensuite, le piston remonte, donc il est attaché à un vilebrequin ici. Alors, il remonte. C'est le processus de compression. Et puis, ici, on a un dispositif qui est une bougie qui fait un arc électrique qui produit une explosion. Donc, les deux valves sont fermées maintenant ici, puis l'explosion va faire violemment redescendre le piston. Et en redescendant, on va aussi, en remontant, on va ouvrir l'autre valve ici pour faire sortir les gaz dans le tuyau d'échappement. Donc, il y a un réservoir froid qui est l'atmosphère, finalement. Puis, le réservoir chaud, bien, en fait, c'est de façon latente dans l'essence, hein? Parce que l'essence, on va la faire exploser, puis c'est ça qui devient chaud. Donc, en fait, le moteur à combustion, le mouvement, on pourrait dire que c'est un effet secondaire. Il y a à peu près 20% de l'énergie qui va en mouvement. Le reste, ça va en génération de chaleur. Donc, c'est un système particulièrement inefficace. Donc, voilà comment on peut avoir une perspective un peu plus grande sur comment ça marche. Mais ce qui est important pour le moment, c'est de voir que le réservoir chaud, puis le réservoir froid. L'autre chose que vous pouvez voir ici, c'est que le piston descend, puis remonte 2 fois dans le cycle, alors que les soupapes d'admission ici, par exemple, celle-là s'ouvre une seule fois, puis celle-là aussi une seule fois. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça en pratique. Donc, ça, c'est les principes, si vous voulez, thermodynamiques, avec un petit peu plus de détails sur comment le moteur marche. Maintenant, on va voir une perspective un peu plus globale. Donc, pourquoi il y a 4 pistons? Bien, parce qu'il y a 4 temps. Donc, on s'arrange pour qu'il y ait toujours un des pistons qui soit en train, qui soit soumis à l'explosion. Puis, vous voyez, donc, tous les pistons sont
sont attachés ensemble par un vilebrequin, mais avec un déphasage de π/4, de telle sorte que, pardon, 2 π/4, donc π/2, de telle sorte que, voilà, ils sont toujours déphasés d'un quart de cycle. Donc, évidemment, cet arbre-là, ici, va éventuellement aller faire tourner les roues. Maintenant, comment est-ce qu'on s'arrange pour que les soupapes s'ouvrent une seule fois, alors que le cycle ici, le cycle, c'est deux allers-retours? Bien, il suffit d'avoir une courroie ici, donc il y a toujours des courroies dans les moteurs qui fait, si vous voulez, la transmission. Ici, ça, il faut que ça tourne 2 fois plus vite que la roue qui est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre à cames. Alors, on voit que ce qui est installé ici, c'est comme des pics de guitare, si vous voulez, qui vont pousser sur les soupapes. Ça se voit un petit peu plus clairement ici. Hein? Donc, ça, c'est une came, puis ça pousse sur les soupapes, et puis la roue tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin en bas. Donc, ça permet d'ouvrir les soupapes juste une fois par cycle complet. Voilà.